Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 26 août 2019. Serait-ce une manœuvre pour dégraisser les effectifs dans le secteur de l'enseignement secondaire au Bénin? Pour certains syndicats de l'éducation, le test d'évaluation auquel les enseignants contractuels ont été soumis ce samedi 24 août est une mesure injuste visant à réduire le nombre de titulaires. 251 millions de dollars seront accordés à la BAD dans le cadre du projet AFAWA pour stimuler l'entrepreneuriat féminin en Afrique. La décision a été prise hier dimanche 25 août par les dirigeants du G7 à Biarritz en France lors du sommet qui réunit les principales puissances industrielles de la planète. Et pour notre dossier entrepreneuriat, nous reviendrons sur les secteurs de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. Quelles sont les perspectives d'évolution pour ceux qui s'y lancent et comment les acteurs s'organisent-ils pour améliorer la croissance du secteur? Reportage en fin d'édition dans le cadre du dossier entrepreneuriat. Je vous le disais tantôt dans les titres, les enseignants contractuels recrutés en 2008 au Bénin, estimés à près de 18 000, ont subi un test d'évaluation ce samedi 24 août 2019. Chaque enseignant devait composer dans la matière qu'il enseigne, une mesure que dénoncent certains syndicats qui y voient une manœuvre du gouvernement de dégraisser les effectifs. Reportage signé Africa 24. Près de 18 000 enseignants béninois devenus agents contractuels de l'État depuis 2008 sont convoqués pour une évaluation le samedi 24 août 2019. Sauf que cette évaluation des enseignants n'est pas du goût de tous. Et face à la controverse, le gouvernement béninois tente de rassurer sur le fait que les emplois seront conservés au terme de l'évaluation. Le gouvernement nous a confié la partie technique, c'est-à-dire la partie des sujets, préparation des salles, des sujets, des centres. Et tout va à bon train et tout est mis en œuvre pour que tout se déroule bien. Les démarches du gouvernement suscitent de vives réactions au sein du corps enseignant. Le monde syndical est divisé sur la question. Une frange annonce le boycott de l'évaluation. Le gouvernement ne peut pas rassurer à partir du moment où lui-même nous a dit le 23. Le président nous a dit que l'évaluation, l'objectif, c'est pour diminuer le nombre. Donc, il est question de soutenir les enseignants qui disent qu'il faut boycotter, c'est normal. Au plan social, c'est criminel. Et au plan pédagogique, on veut tuer l'école. Et le plan est connu, c'est de privatiser les écoles. Les candidats composeront dans les matières qu'ils enseignent. Au total, 23 centres sont retenus pour la composition au niveau des chefs-lieux des départements. Les élèves manifestent depuis quelques jours devant l'Agence nationale des examens pour dénoncer des résultats étriqués d'un examen à grand tirage qui ne reflètent pas leur performance lors des compositions. Le ministère de l'Éducation nationale, des erreurs existent certainement dans les notations de cet examen équivalent au baccalauréat du fait d'un problème de logiciel, mais seulement dans la matière de la scolastique. Des arguments que continuent de contester la plupart des candidats. Nous vous proposons un produit de la maison de GFTV. Emmanuel Boko recevait M. Photo Noël dans le cadre de l'émission « Comment s'orienter après le bac pour être un expert comptable ». Regardez. Alors, quelles sont les normes? Comment se déroulerait cette formation sur cet espace-là précisément? Alors, pour être expert comptable dans notre espace 8 mois, il faut détenir un diplôme soit français, soit le diplôme d'expert comptable de l'UEMOA. Oui. Alors, pour obtenir ce diplôme d'expert comptable de l'UEMOA, si je commence par ce diplôme, nous avons 2 cycles. Le premier cycle qui commence du bac jusqu'à la maîtrise ou au master 2. Et après, nous avons un deuxième cycle qui part du master 2, donc du DESCOGEF. Oui. Et à partir du DESCOGEF, on obtient le DECOFI. Mais comment est-ce qu'on obtient le DESCOGEF? Le DESCOGEF, pour avoir le DESCOGEF, il faut avoir une maîtrise à l'université de Cocody ou dans toute autre université reconnue par les CAMES. Et ensuite, il faut aussi détenir un diplôme d'ingénieur en comptabilité en audit dans une université ou une grande école qui est aussi affiliée au CAMES. Et à partir de là, vous faites une demande d'inscription au CESAG.
Oui. Donc via la BCAO. D'accord. Okay. À partir de la BCAO, quand vous êtes sélectionné, vous suivez une formation d'1 année. Et cette formation-là vous amène à un examen qu'on appelle l'examen DESCOGEF. Une fois que vous avez cet examen du DESCOGEF, vous êtes maintenant expert comptable stagiaire. D'accord. Alors, quand vous êtes expert comptable stagiaire, vous vous inscrivez dans un cabinet d'expertise comptable reconnu par l'ordre des experts comptables pour un stage de 3 ans. À l'issue de ce stage, vous avez 2 obligations. La première obligation, c'est de participer à des formations, 3 formations par an, qu'on appelle des journées techniques. D'accord. Et ensuite, une fois que vous faites ces journées techniques-là, chaque 6 mois, vous devez produire ce qu'on appelle des rapports d'activité. On les appelle des rapports semestriels ou des études du cas. Quand vous avez produit ces rapports d'activité, donc ça veut dire 2 rapports par an, au terme des 3 ans, ça vous fait 6 rapports d'activité. Oui. Et 6 rapports d'activité plus 9 journées techniques. Après ces 6 rapports d'activité et ces 9 journées techniques, on vous donne ce qu'on appelle une attestation de fin de stage. D'accord. Donc, pour obtenir l'attestation de fin de stage, vous devez, dans un premier temps, remplir vos obligations en termes de rapport d'activité. Deuxième temps, vous devez valider toutes les heures de formation. D'accord. Voilà. Une fois que vous avez votre attestation de fin de stage, vous pouvez maintenant présenter le diplôme d'expert comptable qu'on appelle le DECOFI. Et le DECOFI, c'est un diplôme qui a 4 épreuves. Donc, on a une épreuve qu'on appelle le grand oral, Oui. une épreuve qu'on appelle l'oral professionnel, une épreuve, le grand oral ou le mémoire et l'oral professionnel. Exactement, oui. Et ensuite, vous avez l'épreuve d'anglais et l'épreuve écrite. Donc, à l'issue de ça, un jury va délibérer et vous donner le diplôme d'expert comptable DECOFI. Au Ghana, la Banque centrale a décidé d'accorder un délai supplémentaire aux microfinances et aux banques rurales pour se recapitaliser. Les institutions concernées ont jusqu'au 28 février 2020 pour se conformer aux exigences du système bancaire. Ceci après un premier avertissement dont la date butoir était du 31 décembre 2017 pour les banques rurales et au 30 juin 2018 pour les microfinances. Le Ghana compte 144 banques rurales et 137 microfinances, dont la plupart sont en déficit de capitaux. Toujours au Ghana, le gouvernement veut diversifier ses ressources économiques et l'une des matières premières qui est dans la ligne de mire des autorités, c'est le caoutchouc qui en 2013 a représenté jusqu'à 93,5 millions de dollars en termes de recettes d'exportation. L'objectif visé est de rentabiliser la filière en assurant un bon retour sur investissement aux producteurs. À l'instar du Ghana, le Congo-Brazzaville vise également à accélérer le processus de diversification de son économie. La question inscrite au cœur du plan national de développement 2018-2022, dont l'objectif est de mettre le pays sur la voie de l'émergence d'ici à 2022 en ciblant un taux de croissance de 4 à 5%. La mise en œuvre de ce programme tourne autour de l'accroissement de la participation du secteur privé, de la transformation agricole et de l'assainissement de la gouvernance. C'est un reportage signé de confrères d'Africa News. Aujourd'hui à l'abandon, cette usine de pneus de l'ouest du Ghana pourrait connaître une seconde vie. Des sites comme celui-ci pourraient bénéficier d'un programme du gouvernement ghanéen visant à encourager la production de caoutchouc. Objectif, diversifier l'économie du pays et réduire sa dépendance vis-à-vis du cacao. La production de caoutchouc va augmenter et en temps voulu, si nous, les autorités, les encourageons avec un bon retour sur investissement, de plus en plus d'agriculteurs vont l'adopter. Cela signifierait que l'industrie du caoutchouc, l'industrie du pneu et l'industrie de production du caoutchouc peuvent survivre. Avec une usine et une plantation importante, la société privée à capitaux étrangers, Ghana Rubber Estate Limited, ou GREL, est le leader du marché ghanéen de la production de caoutchouc depuis plus de 50 ans. Depuis de nombreuses années, GREL a aidé les agriculteurs locaux en leur proposant prêts et formations. Des milliers d'entre eux ont ensuite revendu leur caoutchouc à l'entreprise qui était alors le seul acheteur du pays.
Mais en 2016, après une chute internationale du prix du caoutchouc, certains ont commencé à vendre leur production brute à d'autres investisseurs étrangers. Le seul moyen de rétablir un système qui fonctionne bien est l'interdiction. L'interdiction de l'exportation des matières premières. Mais certains producteurs craignent le retour du monopole de grêle sur le marché national du caoutchouc. Pour eux, cela voudrait dire revenir à un système qui leur rapportait moins. Le gouvernement doit nous aider à ne pas inciter les investisseurs à abuser de nous. Les règles du jeu doivent être respectées pour que nous puissions tous vivre ensemble. La sève blanche qui s'écoule de ces arbres représente déjà une part de plus en plus importante de l'économie du Ghana. En 2017, les exportations ont représenté 93,5 millions de dollars contre 52,5 millions l'année précédente. Avec la Banque de développement de l'Afrique australe pour le déblocage de montants de 56 millions de dollars destinés à financer les projets climatiques dans la région. Plusieurs pays sont concernés par ce programme dont l'objectif est de renforcer la lutte contre les changements climatiques, l'élargissement du programme à d'autres régions du continent dépendant essentiellement de son succès en Afrique australe. L'Algérie projette de renforcer son réseau électrique avec la construction de nouvelles centrales solaires. L'objectif pour les autorités est de faire passer la capacité actuelle de production de 400 MW à 5600 MW dans les années à venir. Le gouvernement espère rehausser la contribution de l'énergie solaire à 30% de la production nationale d'électricité. Africa 24. L'Algérie est sur le point de lancer son projet national de construction de 5600 MW de centrales solaires. Son objectif premier est de renforcer son réseau électrique pour les années à venir. Les compétences nationales actuelles sont capables de mener ce projet dans toutes les étapes de l'étude jusqu'à la réalisation finale. Le pays est doté de centrales solaires depuis 2011. Il a déjà une forte expérience et les moyens pour développer ce nouveau projet. Il totalise 22 centrales de production d'électricité à base d'énergie solaire. Son parc solaire actuel pèse 400 MW. En totalité, l'Algérie a une production actuelle de 20 gigawatts d'électricité pour une demande de 15,8 gigawatts. Il est évident qu'aujourd'hui, avec l'ensoleillement que connaît l'Algérie, et notamment avec des zones désertiques, il est opportun de se lancer dans ce type de projet. On sait que l'année dernière, le Maroc a ouvert la première centrale solaire au monde. L'Algérie a un potentiel autant, si ce n'est plus important. En tout cas, ce que ça augure, c'est d'une suffisance énergétique. On sait qu'aujourd'hui, je pense qu'à travers le solaire, non seulement on est sur une énergie verte, qui est une bonne chose dans une perspective de développement durable, mais en même temps aussi, on a une réserve d'électricité suffisante pour nourrir non seulement les foyers, mais aussi l'industrie algérienne. Avec ce nouveau projet de construction de centrales solaires, le gouvernement souhaite élaborer un nouveau modèle de consommation électrique et instaurer une réorientation de l'utilisation des ressources énergétiques. L'objectif final, apporter sa consommation à au moins 30% de l'énergie consommée dans le pays. Direction Biarritz, au sud de la France, où se tient depuis ce samedi 24 août le sommet du G7. Hier dimanche, les chefs d'État des 7 nations les plus industrialisées de la planète ont décidé de débloquer une aide de 251 millions de dollars sous forme de prêts en faveur de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Cette aide, qui intervient dans le cadre du projet AFAWA de la Banque africaine de développement, a été saluée par le chef de l'État français, Emmanuel Macron, comme une solution pour la résorption de la pauvreté en Afrique en misant sur la solution pour les femmes qui restent des populations vulnérables. Pour Cédric Boga dans les rues d'Abidjan, où ils sont allés interroger les populations sur la notion de l'exonération fiscale. Vous le verrez, le sujet n'est pas vraiment méconnu avec les populations. En témoigne cet élément que nous vous proposons de suivre. Micro-trottoir. Pour voir la récession, c'est la période de baisse des activités économiques. Et de nos jours, nous constatons
Depuis 2016, nous constatons que le secteur formel a pris pratiquement 75% du PIB ivoirien. Au niveau de la récession, ce que je pense au niveau économique, c'est que ça touche plusieurs aspects. Moi, je bosse précisément dans tout ce qui est network marketing. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, l'État même doit aider la jeunesse. Parce que la récession, ce n'est pas au niveau seulement au niveau de l'éducation. Parce qu'il faut aussi éduquer la jeunesse au niveau même financier. Selon moi, la récession, il n'y a pas l'argent. Tout est abaissé actuellement. C'est chaud. C'est chaud. On n'a rien. Je pense bien qu'il y a baisse de l'activité économique. Vu ce qui se passe de nos jours et autour de nous aussi. Voilà. Ça dépend de plusieurs facteurs en fait. Il y a des facteurs socio-économiques qui dépendent aussi des acteurs. Ces acteurs, je prends un exemple pour ceux qui sont dans les secteurs tertiaires, comme les femmes restauratrices. Ces dernières, le marché est très coûteux. Et pour avoir quelqu'un même pour faire des tâches, c'est tellement difficile. Donc du coup, ces personnes peuvent voir leur marchandises ou bien leur production, en tout cas en train de s'augmenter. Je vous laisse à présent suivre le doc pour avoir un aperçu plus approfondi sur le sujet. En économie, le terme récession peut avoir deux définitions. Un phénomène de ralentissement du rythme de la croissance économique. Lors d'une récession, la croissance devient inférieure à la croissance potentielle et l'écart de production augmente. Le phénomène inverse est une expansion. Cependant, stricto sensu, une diminution du niveau de production est une décroissance, une régression ou encore une contraction. Mais le terme récession est fréquemment utilisé avec ce sens par anglicisme. Une chute du produit intérieur brut, PIB. Ainsi, pour l'INSE, un pays entre en récession quand son PIB se replie pendant au moins 2 trimestres consécutifs. Aux États-Unis, la récession est définie comme une baisse significative répandue dans l'ensemble de l'économie qui dure plus que quelques mois et qui affecte à la fois le PIB, les revenus, la production industrielle, l'emploi et le commerce de gros et de détail. Certains confondent parfois le terme de dépression économique qui désignerait une chute importante et durable de l'activité. Pour l'Organisation de la coopération et du développement économique, une récession est une période d'au moins 2 ans pendant laquelle l'écart de production cumulé atteint au moins 2% de produit intérieur brut PIB et la production devient inférieure d'au moins 1% à la production potentielle durant une année au moins. Selon un critère plus simple, une récession économique survient lorsque le taux de croissance du PIB diminue tout en restant positif pendant 2 ou 3 trimestres consécutifs, s'il n'y a qu'un trimestre de baisse, puis qu'une reprise au trimestre suivant. On ne parle pas de récession économique. Comme annoncé dans le sommaire, c'est le reportage sur le secteur de l'imprimerie qui sera reconduit pour cette édition. L'activité est l'une des plus dynamiques du secteur secondaire en Côte d'Ivoire, mais il reste encore pas mal d'efforts à déployer pour améliorer sa rentabilité et sa contribution à la richesse nationale en Côte d'Ivoire. Regardez. Plus de 20 000 entreprises recensées entre mars et octobre 2018. En Côte d'Ivoire, le marché de l'imprimerie est l'un des plus dynamiques du secteur secondaire. Les services proposés par cette industrie étant inextricablement mêlés aux activités enregistrées dans les autres secteurs d'activité. Depuis 2018, les efforts en vue de la réorganisation du secteur se multiplient, notamment avec les initiatives engagées par le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, pour permettre aux entreprises évoluant dans le domaine de formaliser leur présence sur le marché. Propulsée par un environnement économique marqué par une croissance soutenue, l'activité s'avère rentable, en témoignent les résultats positifs enregistrés par
IHS, une imprimerie située dans le quartier d'Adjamé, 220 logements, au centre d'Abidjan. C'est en 1988 que son fondateur, Aimé Azoumé, a décidé de se lancer dans le secteur. 31 ans après, les résultats sont éloquents. IHS est devenu une structure multiforme avec une variété de prestations qui font d'elle l'une des imprimeries les plus sollicitées du marché local. Donc, voilà. Donc vous avez deux personnes, il y a un qui lance là-bas, l'autre lui vérifie. Voilà, il vérifie l'impression pour voir si tout est OK. C'est un format A4 ? Non, ça c'est un format A3. Ça c'est du grand format. Après, ils vont couper, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Arrivé là-bas, ils vont couper pour mettre au format. Non, non, on tire ça sur la grande feuille. OK, voilà. Donc, c'est du quadrille, c'est ça qu'on appelle en technique, ça vient en quadrille, c'est-à-dire ça vient en couleur. Ah, ça vient en couleur. Pour en arriver là, il a fallu développer une véritable stratégie de consolidation qui a permis de rassurer les partenaires. Une méthode qui s'est avérée payante puisqu'aujourd'hui, l'entreprise réalise des chiffres d'affaires enviables selon son premier responsable qui mise essentiellement sur la qualité du travail pour maintenir la trajectoire ascendante que connaît son groupe. Notre satisfaction, c'est savoir que nous, on travaille beaucoup plus sur la couleur. Voilà, donc on fait rayonner les couleurs, donc la couleur pâle. La couleur, c'est un peu la publicité, donc notre façon de présenter le client donc, au public, c'est sur les couleurs, on fait jouer donc, sur les couleurs, on préfère donc, et puis se mettre un peu aux normes européennes et autres. Voilà, donc on peut faire les mêmes tirages que les Européens, pas forcément besoin d'aller à l'étranger. À l'instar de IHS, de nombreuses autres imprimeries sur le marché ivoirien réalisent des performances encourageantes. Seulement, comme le soulignait le président du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, Étienne Kouya, il urge de créer un cadre adéquat pour une synergie d'action dans le secteur de sorte à tracer les sillons d'une veille stratégique visant à développer une résilience à moyen et long terme. Je suis en train de mener maintenant cette politique pour que les imprimeries se fassent recenser et qu'on ait un nombre réel, qu'on connaisse le nombre réel des imprimeries en Côte d'Ivoire. Il faut que nous ayons une vision du présent, du futur, pour que le lendemain soit meilleur. Et c'est ce pari-là que je suis en train de gagner. Le secteur de l'imprimerie pourrait certainement être un facteur d'inclusion sociale plus importante avec un encadrement plus soutenu des autorités publiques. Accordons-nous à présent quelques instants pour suivre ensemble l'actualité du franc CFA à l'international. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une autre lecture de l'actualité sur 12 TV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.